qu'on puisse se dire voilà, exactement, que cette conférence était enregistrée. Donc maintenant, vous le savez, puisque maintenant, on a tous ce truc dans les oreilles. Donc, disons que l'objectif de cette réunion, c'était de faire un petit point sur les activités commerciales accessoires, que moi, je travaille beaucoup pour mes clients. C'était de le faire dans un format qui est un petit peu différent et qui m'a été proposé par votre association, que je remercie, parce qu'effectivement, c'est une association qui a été créée avec une vraie âme et un vrai projet. Donc, pour moi, c'était important et j'étais assez fière qu'on me demande de participer. Et pour mes clients, et pour ce réseau, l'idée, c'est de vous donner de brosser pour vous un tableau assez général pour l'instant de ce que vous pouvez faire, parce que l'âme de mon cabinet, c'est de se dire que les professionnels libéraux sont des entrepreneurs, que les avocats sont des entrepreneurs et qu'on a maintenant beaucoup de cordes à nos arcs et les activités commerciales accessoires en font partie. On n'est pas obligé de développer une activité commerciale accessoire, mais globalement, ça peut être un axe fort de développement de vos cabinets. Donc, on va passer à la partie, on va dire, un peu pragmatique et théorique. Juste pour que vous sachiez, on n'est pas 350, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, m'interrompre à tout moment, puisque les organisatrices m'ont promis de me répercuter les questions. Donc, le principe, c'est qu'est-ce que c'est les activités commerciales accessoires et vous brossez ce fameux tableau un peu global de ce qu'on pouvait faire avant, comment on peut le structurer, les témoins, s'il y en a qui ont envie de témoigner de leur parcours, des difficultés qu'ils ou qu'elles ont eues. L'idée, c'est de vous dire aussi qu'il y a des bonnes pratiques. Alors, en fait, vous verrez qu'il y a plusieurs façons de développer des activités commerciales accessoires. Si vous décidez de les développer à l'intérieur de votre cabinet, l'idée, c'est de vous rappeler qu'il faut faire référence à l'article 111 du décret, qu'on verra après, à l'intérieur de vos statuts. Ça, c'est une bonne pratique, c'est essentiel, il faut que vous le sachiez. Donc, en concret, ça donne quoi? Ça donne qu'on fait, si vous décidez évidemment de le développer à l'intérieur de votre cabinet, on fait une assemblée générale. Si on est en structure, on fait une assemblée générale qui a pour objet de modifier l'objet social. Et dans l'objet social, on fait référence à l'activité qu'on veut avoir et on fait référence à l'article 111 pour bien rappeler à tout le monde qu'on a le droit de le faire. À tout le monde, c'est-à-dire aux différents conseils de l'ordre, puisque je pense que tout le monde n'est pas parisien. Donc, à Paris, il y a énormément de demandes et donc ils sont très… voilà, ils connaissent très bien. D'ailleurs, on pourra en parler, si vous voulez, pour celles qui sont parisiennes, parce que la technique du service de l'exercice professionnel parisien a un tout petit peu été modifiée. Mais globalement, faut vous dire que tous les barreaux ne sont pas nécessairement, n'ont pas été nécessairement confrontés à ce type d'activité et que donc faire référence à l'article 111 pour leur préciser que oui, vous avez le droit, c'est une bonne pratique et c'est intéressant. Ensuite, dans les bonnes pratiques, il faut que vous pensiez aux conventions réglementées et aux pactes d'associés. Je m'explique. L'intérêt quand vous allez faire une activité commerciale accessoire, c'est donc, vous avez compris, vous pouvez la développer à l'intérieur de votre cabinet, mais vous pouvez aussi la développer via une filiale de ce cabinet. Et du coup, vous allez très probablement être rémunéré ou avoir de la facturation entre les deux, ce qui fait que dans certains cas, vous pouvez vous retrouver avec des problématiques, qui ne sont pas des problématiques, mais enfin, des sujets de convention réglementée. Ce qui veut dire qu'il faudra déclarer éventuellement ces contrats qui lient votre structure actuelle à la structure que vous allez constituer. Je vous rappelle, mesdames, que ces nouvelles opportunités, elles ne sont pas compatibles avec l'ARPI. C'est-à-dire que vous, en tant qu'associé d'une ARPI, vous pouvez à côté développer une activité commerciale accessoire, mais je ne peux pas développer une activité commerciale accessoire au sein de mon ARPI. Donc, je précise ça, ça vaut ce que ça vaut, mais globalement, comme l'ARPI, elle est hyper à la mode, je voulais attirer votre attention dessus.
Et ensuite, si vous avez la curiosité d'aller voir les décrets, vous allez vous souvenir que normalement, vous n'avez pas le droit d'être avec des fonctions du conseil de surveillance ou d'administrateur avant 7 années d'exercice. Donc, si vous montez une structure commerciale accessoire qui a un conseil de surveillance ou des fonctions d'administrateur, ce qui, encore une fois, globalement, est genre jamais vu parce que, en fait, il n'y a personne qui monte une SA, mais enfin, je précise, parce que c'est la mission de conseil, je précise qu'il faudra que vous veilliez à ça, ce qui ne veut pas dire que c'est incompatible, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes structures, mais faites-y attention. Alors, les textes, parce qu'on est quand même tous des juristes. Et donc, les textes, c'est toujours important. Et c'est important pour les relire. Donc, on vous les a mis là pour que vous les ayez en tête. Et celui qui est important, c'est donc le décret de 91. Et ce qui a été modifié, c'est les articles 111 à 113. Et c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui. Alors, nous, au cabinet, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour monter des activités commerciales accessoires. Et parfois, on nous pose des questions parce qu'en fait, ce décret, et c'est pour ça que j'aime bien intervenir sur ce sujet-là, parce que, en fait, finalement, ça a fait un énorme buzz. Mais qu'est-ce que ça fait en pratique et qu'est-ce que ça implique en pratique? Il n'y a pas eu tellement d'articles dessus, ou alors dans des revues tellement spécialisées que finalement, elles sont lues par personne. Et donc, on nous pose souvent des questions de choses qu'on pouvait faire déjà avant. Donc, je voulais revoir avec vous ce qu'on pouvait faire avant et vous rappeler le principe. Parce que les activités commerciales et accessoires, en fait, c'est une exception. Donc, le principe, c'est quoi? C'est le décret de 91 qui institue un régime strict d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec deux grosses choses essentiellement. L'exercice de fonctions exécutives de direction et l'exercice d'une activité à caractère commercial ou d'associé d'une SNC commandité, ou d'associé d'une SNC ou associé commandité dans une SCS ou dans une SCA. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à ces statuts-là? C'est qu'ils entraînent nécessairement la qualité de commerçant à leurs associés. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc le principe, c'est qu'on ne peut toujours pas être commerçant. Mais l'avocat, il était déjà autorisé à accomplir des actes de commerce dans certains cas. Quand ils étaient l'accessoire d'une prestation de conseil, quand ils étaient l'exécution d'un mandat civil, ils pouvaient déjà détenir des participations, il y a une petite faute d'orthographe, dans des sociétés commerciales. Je précise que jamais le Conseil de l'ordre n'a été tapé sur les doigts d'un avocat parce qu'il avait décidé à un moment donné de détenir des actions de la Poste. Vous voyez, ça n'a jamais posé de problème à personne. Donc, ce n'est pas parce que vous allez investir dans une structure que vous allez avoir des fonctions en fait, dans cette structure. Il ne pouvait pas exercer des mandats sociaux dans des sociétés qui avaient, enfin, il pouvait, déjà exercer des mandats sociaux dans des sociétés, pour autant que ces sociétés, elles aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat. Donc, l'exercice de la profession d'avocat, évidemment, vous pouviez être gérant de votre CELARL qui était votre cabinet, et évidemment, vous pouviez être gérant de la SCI qui détient votre maison de campagne. Jamais personne n'a dit que vous ne pouviez pas le faire. Mais vous voyez que finalement, avant, on pouvait déjà faire un certain nombre de choses. On pouvait déjà investir dans des sociétés. La nouveauté, c'est celle qu'on va voir maintenant. La nouveauté, c'est celle qu'on peut faire depuis le décret. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire depuis le décret? C'est un peu rébarbatif, mais il faut toujours commencer cette présentation en vous donnant le texte. Non seulement parce que vous êtes des juristes, mais parce que vous allez comprendre pourquoi le texte est flou. Alors après, on peut toujours, c'est comme tout, quand c'est un peu flou, on peut se féliciter du fait que ce soit flou parce que finalement, ça laisse une plus grande marge de manœuvre. Ou alors, on peut se dire que finalement, il y a des gens qui vont se mettre à restreindre le champ de compétences en pensant que c'est bien. Bon. En l'état actuel, les textes, c'est comme ça. Et donc, il dit que l'avocat est désormais autorisé à commercialiser à titre accessoire des biens ou des services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou ces services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. Donc, en fait, le texte, il est assis sur 3 piliers, 3 sujets qui disent que ça doit être accessoire, que ça doit être connexe, et il précise
à qui sont destinés ces biens ou ces services, il dit à des clients ou à d'autres membres de la profession. Donc, je rappelle ici que c'est un régime dérogatoire, c'est ça l'exception, hein, juste pour qu'on soit bien clair, c'est bien un régime d'exception. Et du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi les textes n'ont rien défini. Ils n'ont pas défini la notion d'accessoire, ils n'ont pas défini la notion de connexe et ils n'ont pas défini la notion de client. Donc, on va essayer de se pencher un peu sur ces trois termes. Le terme de accessoire, dans un premier temps, je vous le dis tout de suite, il n'était pas prévu dans le projet initial de décret. Il y a des gens qui se sont battus pour que ça soit inscrit et on n'a toujours pas compris pourquoi. Parce qu'en fait, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est accessoire par rapport à quoi? Donc, est-ce que je peux dire qu'une relation est accessoire parce que je gagne plus d'argent dans un domaine plutôt que dans un autre? Est-ce que c'est par rapport au temps passé, parce que je passe plus de temps à faire quelque chose plutôt qu'à un autre? Et finalement, quand vous essayez d'avoir une granularité, d'aller jusqu'au fond des choses, vous vous dites, OK, le chiffre d'affaires, ça revient, c'est le premier truc auquel les gens pensent. Donc, OK, si je dis qu'un de mes vecteurs, c'est le chiffre d'affaires, un de ma granularité de ma grille, c'est le chiffre d'affaires, est-ce que globalement, on peut dire que le chiffre d'affaires, le critère du chiffre d'affaires, c'est satisfaisant? Vous prenez un exemple concret, vous vous dites, OK, j'hérite, je ne sais pas, d'un immeuble sur les champs. Il est très possible que si je loue cet immeuble sur les champs, je gagne un peu plus d'argent, à moins que vous ayez un exercice très prononcé de la profession. Mais enfin, il est quand même possible qu'avec mes bureaux à 20 000 euros du mètre carré, je gagne plus d'argent en louant des bureaux qu'en étant avocat. Globalement, je serai toujours avocat. Enfin, je veux dire, personne ne peut contester le fait que ce n'est pas parce que vous louez des bureaux sur les champs ou n'importe où ailleurs que vous n'êtes pas moins avocat. C'est juste que peut-être, en termes de rentabilité économique, ça va être plus rentable de louer des bureaux que d'être avocat. Mais vous n'allez pas moins être avocat. Le temps passé, c'est une question également. Là aussi, on essaye de le prendre en concret et on dit, OK, quand je commence à lancer une activité, j'y passe toujours plus de temps. Ça ne veut pas dire que à terme, je vais y passer plus de temps. Ça veut juste dire que pendant un moment donné, je vais concentrer mes efforts à faire émerger un projet. Ce n'est pas pour ça que je suis moins avocat. Donc, on se rend bien compte que ces deux critères qui auraient pu être des critères objectifs peuvent être un indice, peuvent être des indices. Donc, on a tous en tête la théorie du faisceau d'indices, mais ça ne peut être que des indices. Donc, ce qu'on se dit, c'est que la différence entre un avocat et tous les autres, c'est qu'il exerce la profession. Donc, le critère très probablement qui doit être retenu, c'est le critère de l'exercice effectif de la profession. On passe à connexe. Alors, il faut que je vous raconte que, en fait, au moment où ce sujet est arrivé sur la table, donc de la définition de ces critères, moi, j'étais au Conseil national des barreaux et donc, évidemment, ça ressortait complètement de ma commission. Et du coup, face à ces trois critères-là, j'avais envie que le Conseil national s'empare de ces sujets-là et puisse définir, aider les ordres à définir, alors, parce que c'est ma sensibilité, de la façon la plus large possible et de façon à inclure le plus possible de projets, tout en restant avocat évidemment et en respectant nos principes généraux. Mais globalement, j'ai réuni les membres du Conseil national des barreaux, ceux que ça intéressait, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils entendaient, eux, par connexe. Et en fait, comme ce sont des juristes, tout le monde a essayé de définir la relation, la notion de connexe avec les notions qui existaient déjà en droit. Donc, pour ceux qui font du droit fiscal, en matière de feu ISF, on parlait de connexité lorsque ça impliquait des liens de dépendance étroits entre l'activité, le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel du contribuable. En matière de baux commerciaux, pour ceux qui en font, on dit qu'il y aura des spécialisations et donc autorisation du bailleur si les activités qui sont développées par le locataire ne sont pas connexes ou complémentaires à l'activité qui est autorisée par le bail. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que les notions
juridique n'était pas nécessairement tout à fait suffisante pour essayer d'englober cette définition de service ou de bien connexe. Et on a essayé de réfléchir comme des entrepreneurs. Et on s'est dit qu'il y avait très probablement deux façons de définir la connexité, de se dire qu'il y avait une connexité directe et une connexité indirecte. On a réfléchi aux entreprises, je vous le disais, et on s'est dit, bon, OK, le vendeur d'imprimantes, il fait quoi? Le vendeur d'imprimantes, il vend des imprimantes, mais il vend du SAV et il vend des cartouches. Ça veut donc dire que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'activité répond aux besoins du client sur l'ensemble de son projet? Après, appliqué à nous les avocats, on a pris l'exemple de celui qui rédigeait, par exemple, celui qui fait du droit des sociétés. Il rédige des statuts, il rédige des pactes, mais est-ce que, vous savez bien, pour ceux qui font du droit des sociétés, lorsqu'ils viennent vous voir, ils viennent vous voir avec un projet, ils vous expliquent leur projet. Et vous avez nécessairement un temps incompressible de coaching de ces équipes d'entrepreneurs qui viennent vous voir. Et si vous avez la fibre ou les compétences dans votre cabinet, vous pourriez aussi décider de les aider en marketing, vous pourriez décider de les aider en conseil, en stratégie. Donc là, on voit bien que ça répond de façon évidente aux besoins intégral de votre client. Ensuite, la notion de connexité indirecte, c'était de se dire, on est plutôt sur de l'horizontale plutôt que sur la verticale. Et la question, c'était, la prestation dérive-t-elle d'une compétence particulière de la personne? C'est-à-dire qu'on fournit des biens ou des prestations qui découleraient d'un domaine de spécialisation. Et là, par exemple, ce qui était facile à reprendre, c'était lorsque les normes sur le RGPD sont arrivées, il y a beaucoup de nos confrères qui se sont mis sur un marché où ils proposaient des diagnostics, ce qui était ce que faisaient leurs concurrents directs, en fait, des diagnostics de RGPD compatibilité. Et en fait, parfois, dans le sein même du cabinet d'avocats, ça ne faisait pas nécessairement sens, il fallait monter quelque chose d'à côté. Ensuite, il y a la notion de client. Alors, la notion de client, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, globalement, selon comment vous définissez le client, vous allez avoir un intérêt ou pas à l'ensemble de cette nouvelle norme. Si vous dites le client qui est visé par le décret, c'est le client actif aujourd'hui au cabinet, ça concerne, vous regardez combien vous avez de base de clients actifs au cabinet, ça concerne quoi? 100 dossiers sur l'année, 200 dossiers, 300 dossiers selon la taille des cabinets, ça concerne très peu. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de définir cette notion, on a essayé d'être très concret parce que moi, c'est plutôt ma nature. J'ai un peu du mal à réfléchir dans l'absolu, donc j'ai toujours besoin de réfléchir dans l'exemple et dans le concret. Et donc, j'ai pris une activité qui n'a jamais été reniée à l'avocat, qui est l'écriture de bouquins. Donc, tous les avocats ont déjà écrit des articles, des bouquins, ce que vous voulez. C'est un truc que les avocats font depuis la nuit des temps. Et donc, vous vous dites, OK, c'est simple. Moi, personnellement, je suis issue je fais du droit des sociétés. J'écris un bouquin sur la technique contractuelle. Si je peux le vendre qu'à mes clients, à un moment donné où ça va pas faire grand monde. Et du coup, je ne pense pas qu'un éditeur normalement constitué va bien vouloir m'aider à publier ce type de bouquin. Donc, on se dit que si c'est les clients actifs au cabinet, a priori, ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, la question, c'est est-ce que ça peut être vos 105 clients? Oui, on l'espère. Et surtout, est-ce que ça peut être vos clients futurs? Et du coup, là, on arrive sur la notion de prospect. Et il y en a qui ont dit, s'ils n'ont pas écrit prospect, c'est bien qu'ils ne voulaient pas on entend le législateur, c'est bien qu'ils ne voulaient pas englober la notion de prospect. Mais en fait, quand vous réfléchissez et que vous faites dans la sémantique, vous vous rendez compte que le législateur, il n'a pas dit destiné à ses clients, il a dit destiné à des clients. Et donc, c'est là où on se dit, fort heureusement en ce qui me concerne, que très probablement dans
dans la visée du législateur, il y avait également les prospects. Et donc là, et c'est sur ça que je vous invite à vous baser si un jour vous avez un problème avec mon Conseil de l'ordre, c'est qu'on a fait voter lors de la mandature des recommandations par le Conseil national des barreaux qui ont défini ces termes dont on vient de parler. Les recommandations, elles sont téléchargeables sur le site du Conseil national des barreaux et elles ont dit qu'on considérait que l'exercice effectif de la profession était le critère pertinent pour apprécier si l'avocat exerçait à titre principal et par voie de conséquence conduisait ses activités dérogatoires de manière accessoire. Je précise que cet exercice effectif, il n'a pas été choisi au hasard, il a été choisi parce que ce terme-là est déjà une notion de jurisprudence qui existe. Pourquoi ? Parce que c'est cette notion qui est utilisée pour savoir si un bureau secondaire existe ou pas. Donc, il y a déjà de la jurisprudence dessus. Il souligne, le Conseil national des barreaux, dans sa recommandation, soulignait que la connexité devait être envisagée sur un plan juridique et sur un plan économique. Donc, pour reprendre ce que je vous disais, il y a des notions de connexité directe et indirecte. Et considère que les clients désigne les clients de l'avocat au regard de l'ensemble de ses activités. Et donc, on englobe également le prospect. Donc, l'ensemble de ses activités, c'est y compris ses activités commerciales accessoires. Donc là, on était quand même plutôt bien. Et ensuite, pour vous rappeler quels étaient le rôle des conseils de l'ordre, parce que ça, c'est hyper important. Alors, pour celles qui sont… Donc, le texte dit qu'on doit avoir une déclaration dans les 30 jours du début d'activité. Le texte dit aussi que le Conseil de l'ordre pourra solliciter la communication de tout élément lui permettant de s'assurer de la compatibilité de l'activité avec les règles déontologiques de l'avocat. Ça veut dire, si on est à Paris, sachez que globalement, on envoie quand même plutôt les dossiers en amont pour savoir si ça fonctionne ou pas. Je précise qu'également à Paris, depuis, je pense, quelques mois, simplement, il y a maintenant, pour les projets qui posent des questions, il y a maintenant une sous-commission de la commission, je crois, déontologie, qui s'occupe précisément des activités commerciales accessoires. Donc, en fait, ça met un peu de temps. Et après, si vous me demandez la forme que cette déclaration doit faire, je vais vous dire comment moi je la fais. J'envoie les statuts de la future activité ou de l'activité. Je dis que je saisis le service de l'exercice professionnel en vertu de l'article 111 et que donc, conformément aux dispositions de l'article 111, je déclare la nouvelle activité que je vais faire et je reste à la disposition du Conseil de l'ordre. C'est pas moi, mais pour mes clients, je reste à la disposition du Conseil de l'ordre pour toutes les questions qui pourraient se poser. C'est assez simple en fait. Comme vous le savez, dans les décrets, lorsqu'ils paraissent, il y a toujours une petite notice qui accompagne les décrets, qui est censée éclairer le lecteur du décret pour qu'il sache à qui ça s'adresse et qui lui permette d'avoir 2-3 notions concrètes pour savoir de quoi il retourne dans le texte. Et donc, le législateur avait bien fait les choses en se disant qu'il allait mettre des exemples, en fait, dans cette notice du décret, des exemples pour que les avocats puissent savoir de quoi ils retournaient. Et les exemples qui ont été repris par la notice du décret, c'est l'édition juridique, la formation professionnelle et la fourniture de moyens matériels ou de locaux à des confrères. Et là, vous vous dites, mais je ne comprends pas. On nous parle d'un truc révolutionnaire et en fait, globalement, ces trucs-là, en fait, on pouvait déjà les faire avant. Et vous avez raison. Donc, en fait, la notice du décret, elle ne nous a pas beaucoup aidé. C'est malheureux, mais c'est comme ça, puisque ces choses-là, vous pouviez déjà le faire avant. On vous a néanmoins mis dans la présentation des petits exemples pratiques, ça, les cours de yoga, formation, coaching, médiateur en entreprise et évidemment la fourniture. Ça, c'est des choses qu'on a vues nous, au cabinet, on en a vu plein d'autres, à part les cours yoga, je précise, ce n'est pas chez moi. Mais ça a fait pas mal de buzz dans la profession, donc, et puis j'aime bien cette idée. Comment structurer ?
Alors, la question que vous devez vous poser maintenant à ce stade, c'est OK, j'ai mon projet, j'ai une idée, mais maintenant, est-ce que je la développe au sein de mon cabinet, pardon, ou est-ce que je la développe dans une société à côté? Donc, on a essayé, vous aurez le PowerPoint bien sûr, mais on a essayé de vous faire des petites hypothèses. Donc, l'illustration numéro 1, c'est l'activité commerciale connexe, elle est filialisée. En gros, je dis que je décide que dans cette hypothèse-là, mon activité commerciale connexe, elle va être, qui est la super bonne idée, elle va être à côté de mon cabinet. Mais ça va être une filiale de mon cabinet. Pourquoi est-ce que je décide ça? Parce que je peux séparer mes activités commerciales de mon activité d'avocat. OK? Ça, c'est important. Je décide de prendre cette structuration-là parce que j'ai envie de m'associer avec d'autres professions que celles du droit et où je souhaite lever des fonds. Globalement, c'est ça les critères de sélection que vous devez avoir si vous décidez de faire une filiale. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que mon activité commerciale, en aucun cas, ne peut mêler du droit. En aucun cas. Je ne peux pas faire la promotion de mon activité commerciale et accessoire en me prévalant de mon activité d'avocat. Je peux ou pas être majoritaire dans le capital social. Je peux ou pas être mandataire social de la société commerciale. Attention, je dois souscrire une assurance, une RCP propre, enfin que la société doit souscrire une assurance RCP propre. Les litiges avec mes clients, ils seront de la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal du judiciaire selon mon activité, mais ils ne seront certainement pas de la compétence du bâtonnier. Je ne suis pas soumise aux règles encadrant la profession d'avocat, c'est-à-dire, par exemple, je peux démarcher, mais par contre, je reste soumise à mon serment. Et je peux m'associer avec un développeur ou lever des fonds, avec un développeur ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, hein, parce que c'est la mode des startups, mais vous pourriez décider de vous associer avec un psychologue, avec une assistante sociale, avec plein d'autres, avec un géomètre expert, enfin, celui que vous voulez. Mais globalement, vous pouvez vous associer avec qui vous voulez. Et les formalités auprès de l'ordre, c'est effectivement la déclaration dont on a parlé. Hypothèse numéro 2, mon cabinet d'avocat décide de développer une activité commerciale au sein de son cabinet. Pourquoi est-ce que je décide ça? Je décide ça parce qu'en fait, je ne peux pas séparer mon activité d'avocat de mon activité commerciale accessoire. Nous, les gens qui viennent nous voir, ils nous expliquent tout un projet et c'est très compliqué. En gros, ils ont besoin de leur activité d'avocat, mais en même temps, ils voudraient la séparer parce que une fois que vous n'arrivez pas à démêler votre activité d'avocat et votre activité commerciale, c'est qu'elles doivent être ensemble, en fait. Vous n'avez pas le choix. Donc, ça veut dire que vous devez le développer au sein de votre cabinet. Ça s'appelle une branche d'activité. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vos statuts doivent mentionner l'activité commerciale. Et je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que du coup, dans mon activité commerciale, dans mon objet de statut du cabinet d'avocat, je vais rajouter ce que je vais faire et particulièrement l'article 111. Je précise aussi que si vous avez envie de monter un cabinet d'avocat, par exemple là, vous êtes en société, vous êtes en individuel et demain, vous avez envie de passer en société, vous savez que vous avez peut-être potentiellement un jour un projet d'une activité commerciale, vous voulez mettre dans vos statuts, mais vous ne savez pas encore exactement ce que ça sera. Ce n'est pas tout à fait défini. Vous pouvez tout à fait mettre dans votre objet exercice de la profession d'avocat et exercice d'une activité commerciale connexe accessoire selon les dispositions de l'article 111 et vous citez l'article 111. Et vous direz au Conseil de l'ordre, s'il y a une difficulté, que en fait, ça fait partie de votre objet, mais l'objet, comme vous le savez, pour celles qui font du droit des sociétés, l'objet, ce n'est pas nécessairement toutes les activités actuelles de la structure, ça peut être des activités futures. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous l'aurez dans vos statuts, donc vous ne serez pas obligé de modifier vos statuts le jour où vous allez effectivement enclencher le développement de cette activité commerciale. Pour autant, le jour où vous allez effectivement enclencher le développement de cette activité commerciale, vous allez faire la déclaration au Conseil de l'ordre. OK? Et du coup, ça sera… Audrey, pardon, ouais, on a quelques questions autour du cas individuel. Alors, attends, parce que le cas individuel, c'est ma dernière Chloé. Super. On attend la dernière Chloé. Ah, vous voulez que… Donc, je termine sur cette activité qui est dans mon cabinet. Là, je vais avoir une modification statutaire d'un cabinet d'avocats. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une autorisation du Conseil de l'ordre. Je ne vais pas simplement être sur de la déclaration.
Si je modifie mes statuts, l'ordre doit les autoriser ma modification. C'est un peu différent du régime de la déclaration, puisqu'on a un mix là entre des statuts de cabinet d'avocat, et donc ça, c'est la compétence du bâtonnier, et la superposition avec cet article 111. Donc, en fait, ça va être une autorisation. Du coup, ensuite, qu'est-ce que ça implique? Je vous le disais, je dois souscrire une assurance propre. On aurait tort de penser que parce que vous êtes dans votre cabinet, vous êtes tranquille. Pas du tout. Parce que votre assurance RCP d'avocat ne couvrira pas, et ça vraiment j'insiste dessus, elle ne couvrira pas votre activité commerciale accessoire. Pour autant, les litiges avec vos clients, ça sera de la compétence du bâtonnier. La facturation que vous allez faire, elle suivra le régime d'imposition du cabinet, et je suis évidemment soumise à l'ensemble des règles encadrant la profession d'avocat. On vous a mis les formalités administratives. C'est des formulaires, vous les trouvez sur Internet, ça ne pose pas de problème particulier. On vous a fait un troisième schéma sur lequel je passe rapidement, puisque le premier schéma, vous vous souvenez, j'avais mes associés qui développaient une filiale du cabinet d'avocats, et là, je décide que c'est Chloé qui décide toute seule, elle est associée d'un cabinet d'avocats, mais elle décide toute seule d'avoir son projet perso et de monter une structure à côté. C'est possible, j'attirais simplement votre attention sur le fait que là aussi, il y aura une déclaration, évidemment. Là aussi, Chloé peut être mandataire social. Rien ne change. Après, il faudra simplement vérifier que les statuts de votre cabinet d'avocat vous permettent de faire autre chose que l'avocat à l'intérieur de votre société d'avocat. Et donc, on arrive à celui dont tu souhaitais parler, qui est l'exercice individuel. Donc, il faut savoir que les avocats exercent en majorité en exercice individuel. Et donc, pourquoi est-ce que je déciderais en fait, c'est comme si je l'intégrais à mon cabinet en réalité. J'exerce juste pas en structure, mais c'est dans le cadre de mon activité d'avocat que je vais développer mon activité accessoire. Et pour l'instant, je suis très bien en BNC et je n'ai pas du tout envie d'avoir une structure. Qu'est-ce que ça implique? Mon activité commerciale, elle peut mêler du droit, donc comme quand je la développe au sein de mon cabinet, puisque je vous rappelle que le seul moment où vous ne pouvez pas mêler de droit, c'est quand vous créez une société à côté, mais tant que c'est à l'intérieur de votre cabinet, votre société commerciale peut mêler du droit. Je dois aussi souscrire une assurance propre. Les litiges avec mes clients seront aussi de la compétence du BAT. La facturation suivra le régime d'imposition de mon cabinet, donc BNC. Et je suis soumise à l'ensemble des règles encadrant la profession d'avocat. Donc, les formalités que vous devez accomplir, il y en a de deux ordres selon où vous en êtes dans le stade de votre activité. Soit quand je commence mon activité commerciale, je commence en même temps mon exercice d'avocat, soit ça vient après. Globalement, on va plutôt se concentrer sur la seconde hypothèse, puisque a priori, le réseau 1900 avocates, vous êtes déjà probablement toutes avocates. Donc, je développe mon activité commerciale après m'être installée. Et donc là, je déclare mon activité commerciale sous la forme de ce dont on s'est parlé tout à l'heure en début de séminaire. Je fais les formalités administratives, c'est-à-dire que je dois déclarer dans les 30 jours au CFE ma nouvelle activité au moyen d'un formulaire que je vous ai cité, qui est un formulaire CERFA. En ce qui me concerne, j'avais laissé un peu de temps pour les questions, 20 minutes, c'est parfait, on est au top. Donc, je suis à votre disposition pour vos questions. Bravo Audrey, merci. Eh bien, écoute, on en a une première de question de Sabine. Elle dit, du coup, si l'objet social dit que je peux faire toute activité se rattachant directement ou indirectement à l'activité principale de nature à favoriser le développement de la société, alors je devrais tout de même modifier mon objet social. Ouais. Et là, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, vraiment citer l'article 111. Hein. Franchement, c'est le truc. Et moi, c'est plus une question d'ordre économique. Est-ce que les confrères et consoeurs qui sont venus te voir
se pose la question de l'impact des cotisations quand on met tout sous la même société. Est-ce que ça a été analysé, ça, par des confrères et des consoeurs? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt fiscal au sens large à sortir l'activité du cabinet principal? Si, bien sûr, tout le monde se pose la question. Enfin, je veux dire, c'est évidemment que vous allez avoir votre RSI qui va gonfler à cause de ça. Évidemment que du coup, vos cotises à l'ordre éventuellement vont être un peu modifiées parce que votre CNBF. Mais bon, après, je te répondrai, Christine, que globalement, en fait, les gens réfléchissent pas trop comme ça. Moi, les dossiers que j'ai, euh, parce que quand c'est un truc facile, hyper simple, bon, les gens le font tout seuls. Euh, Après, si on vient me voir, c'est pour des dossiers un peu, pas nécessairement. Alors, j'ai deux types de dossiers. Il y a ceux qui veulent que je les accompagne pour la procédure devant le Conseil de l'ordre, parce qu'à Paris, ils ont l'habitude, mais dans d'autres barreaux, c'est moins le cas. Donc, ça, j'ai ça beaucoup. Et l'autre chose que j'ai, c'est des sortes de consultations déontologiques pour dire dans quelle mesure, qu'est-ce que je peux faire en fait dans mon cabinet ou qu'est-ce que je peux faire en dehors. Parce que beaucoup de projets, en fait, ça n'existe pas, les gens qui ont une idée d'activité qui sont complètement indépendantes de leur activité d'avocat. D'ailleurs, ça rentrerait probablement même pas dans l'article 111. Donc, en fait, c'est des gens qui ont une activité, euh, qui ont identifié un manque dans leur activité, savent qu'ils peuvent je vais te reprendre l'exemple du RGPD, puisque ça a été beaucoup fait, donc je travaillerai le secret de personne. Il y a plein d'avocats qui se sont mis sur le sujet. Et en gros, la grande question au moment où la norme est arrivée, c'était est-ce que ma société est RGPD compatible ou pas? Et si elle n'est pas RGPD compatible, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, un des moyens techniques assez faciles de répondre à ça, c'est l'appli où tu poses plein de questions et du coup, tu as un diagnostic flash de la compatibilité de ton entreprise avec les règles du RGPD. Et ensuite, une fois que tu as fait ce diagnostic, tu as la deuxième phase qui est est-ce que, une fois que j'ai identifié les points qui posaient problème, bah, du coup, il faut que je fasse une consulte pour expliquer dans quelle mesure ces points qui posent problème peuvent être réglés, mais du coup, là, c'est en droit. Mhm. Donc, la question, la ligne de partage, c'était de dire, si je suis simplement sur du diagnostic, parce que c'est en fonction de normes qui sont établies, donc ça peut être moi ou n'importe quel Pékin qui regarde Légifrance qui peut faire ce diagnostic technique-là, là, du coup, je ne mélange pas du droit. C'est-à-dire que je donne des informations qui sont accessibles à tous pour autant que tu t'arraches un peu les cheveux pour granulariser la norme. Tu vois. Mais une fois que tu as fait ton diagnostic et qu'on te dit bah, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, en fonction de normes hyper établies, le deuxième step, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Bah, ça, c'est du droit. Mhm. Tu vois. Mhm. Donc, les dossiers que j'ai beaucoup, c'est la ligne de partage entre ce qui est du droit et ce qui n'est pas du droit. Mhm. D'accord, c'est très clair. Et dans ce cas-là, bah, c'est en Bah, fonction. je t'ai pris un exemple qui n'était pas problématique. Et après, c'est plus compliqué de Mhm. prendre les autres exemples que j'ai eus qui sont problématiques. On verra. Ouais, c'est très clair. Alors, on a d'autres questions. Alors, une question sur l'organisme de formation. Est-ce que l'organisme de formation est une activité accessoire commerciale? Le fait de, alors je sais pas si je sais pas qui est-ce qui a posé la question. Moi qui pose la question, est-ce qu'un organisme de formation est une activité commerciale accessoire? Un organisme de formation, c'est-à-dire en fait les avocats peuvent faire de la formation, donc je vous dirais que Ah oui. Après, faut être data locké ou je sais pas quoi. Maintenant, il faut avoir le stamp de l'organisme de formation, donc sous réserve d'avoir un certain nombre de choses, oui. bon, quali quelque chose, ouais. Ouais.
Cécile demande, quand on veut exercer une activité de médiateur, est-ce que, quant à l'assurance RCP, elle demande si on doit soutenir une autre assurance pour cette activité de médiateur. Est-ce que tu as Alors, en fait, Cécile, c'est une bonne question parce qu'en fait, dans les activités commerciales accessoires, beaucoup pensent aussi nouveaux métiers. Et en fait, les nouveaux métiers de l'avocat, enfin ceux qu'on a appelés les nouveaux métiers de l'avocat, mais en fait, ça fait 10 ans qu'ils sont là, qui sont euh, agents d'artistes, médiateurs, fiduciaires, agents sportifs et je ne sais plus quoi d'autre, et avocats mandataires en transactions immobilières. C'est des métiers de l'avocat. Donc, en fait, ça dépend de si vous... En fait, est-ce que votre question, Cécile, c'est de savoir si vous pouvez en faire... Parce que classiquement, ils sont quand même gérés à l'intérieur des cabinets d'avocats. Et en fait, si on parle de l'activité de médiateur et si on se dit qu'elle est gérée au sein du cabinet d'avocats, la question, ce n'est pas tellement une activité commerciale accessoire, c'est plutôt... classiquement, l'activité de médiateur, est-ce que pour l'activité de médiateur, on doit avoir une assurance RCP propre? Je sais que pour l'activité de fiduciaire, oui. Je sais que pour l'avocat mandataire en transaction immobilière, oui. Je ne me souviens plus pour le médiateur. Je peux prendre la parole, vous m'entendez? N'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, c'est donc Cécile. Je suis désolée, je mets pas ma vidéo parce que je suis sur mon portable. C'est pas très sympa, mais voilà. Oui, je pose la question parce que les médiateurs qui ne sont pas avocats doivent souscrire une assurance, bien évidemment. Mais en fait, au sein des formations de médiateurs, il est dit qu'on ne serait pas obligé de souscrire une RCP à part, que notre RCP d'avocat prendrait en charge les risques professionnels qu'on aurait en cas dans le cadre de l'exercice de la médiation. Et c'est pour ça que je voulais avoir des précisions. Et effectivement, c'est peut-être à la marge du sujet d'aujourd'hui, parce que c'est peut-être pas une activité commerciale à part. Ça reste un nouveau métier, effectivement. Ouais, exactement, c'est un nouveau métier. Donc, globalement, franchement, Cécile, moi, ma connaissance des textes, elle n'est pas immense, mais ce que je sais, c'est que pour ceux pour lesquels l'assurance en plus est demandée, c'est écrit dans le texte. Ok, d'accord. Pour merci. l'avocat en transaction immobilière, c'est écrit dans le texte, et pour le fiduciaire, c'est écrit dans le texte. Donc, oui, parce que c'est très distinct, ouais, d'accord. Ouais, c'est très distinct et surtout... Parce qu'il y a aussi l'avocat enquêteur au sein de l'entreprise. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est un métier, je pense, de l'avocat. Oui, tout à fait. C'est un métier de l'avocat. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et globalement, pour certains d'entre eux, je sais que l'assurance est obligatoire et donc en plus, je veux dire. Et donc ça, c'est écrit dans le texte parce que c'est pas pris en charge par l'assurance de l'ordre. Mais tout ça sous réserve, évidemment, qu'on ne crée pas une société à côté. Hein. On est bien d'accord que là, du coup, on parle de quelqu'un qui... Voilà. Oui. Si je crée une société de médiation, ça reste une activité. Donc, du coup, c'est accessoire et c'est autre chose. OK. Ouais, et c'est d'autant plus autre chose, c'est que vous ne pourrez pas dire... dans cette activité, pour le faire un peu de façon grossière, je ne peux pas dire, vous verrez, mon activité, ma nouvelle boîte de médiation, elle est top parce que je suis avocate. Oui, j'ai bien compris ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sophie précise que l'assurance RCP suffit pour le médiateur, mais qu'il y a un plafond. Il y a un plafond. Ah bah, oui, il y a un plafond comme notre RCP classique. Risque, quoi, assuré. Oui, mais comme... Mais comme la RCP classique, nous, à Paris, elle est de 4 millions et la SCB, d'ailleurs, c'est pareil, elle est à 4 millions. Oui, c'est ça. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Est-ce qu'on vient sur le fil de discussion? N'hésitez pas à en poser. Sabine, du coup, il y avait une question sur agent sportif, mandataire en transaction, etc. Je crois que j'ai répondu à la question, du coup. Il me semble. Je ne suis pas sûre d'avoir... Oui. Il me semble, mais Sabine, n'hésite pas si jamais on n'a pas compris. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, ça rejoint ce qu'on vient de dire, qu'en fait, ça fait partie des nouveaux métiers, donc c'est inscrit dans notre activité générale d'une certaine façon. Oui, tout à fait.
c'est plus une démarche, c'est pas réellement une activité accessoire en fait, au sens où on vient de le voir là en fait. Tout à fait. C'est ce qu'on a appelé les nouveaux métiers de l'avocat. Nora a précisé sa question, pardon, elle disait que l'organisme de formation auquel elle pense ne serait pas un organisme de formation qui délivrerait de la formation juridique. Hein. Plutôt elle parle de conseil juridique, mais ce ne serait pas de la formation juridique. Donc là, tu analyserais comment les choses. Si c'est un organisme de formation ou qui n'est pas un organisme de formation juridique. Est-ce que vous pourriez prendre la... Ouais, Mézara, est-ce que vous pourriez prendre la parole parce que je n'ai pas tout à fait compris quelle était la question. Alors, je suis dans le métro. Ah, zut. Je suis désolée, c'est pas très clair, mais je veux dire, c'est pas du tout un problème de m'appeler par ailleurs, mais quid quand on veut exercer une activité? Non, pas du tout. Est-ce que organisme de formation est une activité accessoire commerciale ou rien à voir? Alors, ok, donc si je comprends, je sais pas, je vais essayer de traduire votre question avec ce que vous disiez, Mézara, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas du conseil juridique? Du coup, pour moi, si je devais décortiquer, c'est pas du conseil juridique. Donc, à la limite, vous pourriez le développer où vous voulez, c'est-à-dire à l'intérieur de votre cabinet ou en dehors de votre cabinet. Il me semble, moi, que l'organisme, pour se dire organisme de formation, il faut avoir un certain nombre d'accréditations. Donc, il faudrait que soit votre cabinet, soit votre nouvelle boîte ait ces accréditations. Et ensuite, si ce n'est pas du tout du conseil juridique, mais que, pour grossir le trait, c'est du conseil en élevage de ruches d'abeilles en haute alpage, il faudra... Elle est allée beaucoup moins loin, Audrey. Elle a donné un peu, elle a concrétisé, elle est allée beaucoup moins loin que toi. Ah, d'accord. Je parle de l'accompagnement de salariés. Si c'était ça, il faudra que vous soyez spécialisé dans le droit des abeilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, bilan de compétences, donc effectivement, c'est un tout petit peu moins loin. Moi, j'ai beaucoup de, tu vois, j'ai eu des gens qui ont posé des questions intéressantes. Donc, globalement, pour l'accompagnement des salariés, bilan de compétences, donc en dehors des accréditations dont on sait parler, je ne suis même pas sûre que vous soyez obligé de faire organisme de formation, mais peut-être que vous seriez obligé de faire organisme de formation parce que globalement, bilan de compétences, ça doit être pris en charge par le DIF. Moi, je ne fais pas de droit du travail, mais je pense que ça doit être ça. Et donc, du coup, vous devriez probablement être obligé d'avoir les accréditations organisme de formation pour pouvoir le faire. Donc, sous réserve que vous ayez les accréditations, etc., et que vous fassiez du droit social, vous pouvez le faire où vous voulez. Mais par contre, il faut avoir une RCP propre. Bon, après, je pense que le risque dans l'accompagnement bilan de compétences n'est pas énorme, mais voilà. Il faut être orga pour la prise en charge. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je me disais. Du coup, c'est pas Pôle emploi, c'est pas le DIF, mais c'est Pôle emploi. Mais sous réserve que vous ayez toutes les accréditations qui vous permettent de le faire, moi, je ne vois pas trop. Je trouve que c'est même une bonne idée. Et vous pourriez le faire à l'intérieur de votre cabinet ou à l'extérieur. Sous réserve d'avoir une accréditation, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Merci beaucoup. Alors, moi je vais te faire répéter peut-être. J'ai une question qui me vient là. En fait, toi, ce que tu conseilles, c'est vraiment de citer l'article 111 dans les statuts du cabinet. S'il est existant, ça veut dire modifier les statuts et ça veut dire demander une autorisation au Conseil de l'ordre. Alors. Pas simple déclaration. En fait, le truc, c'est que la modification des statuts d'un cabinet d'avocats, ça passe par l'autorisation du Conseil de l'ordre. Mais peu importe que tu décides d'intégrer Michel, parce que c'est ton nouvel associé, ou que tu décides de modifier l'article 27.2 de ton truc, ou que tu décides de modifier l'objet social, tu vois. Ça passe par ça. Et donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais, si pour ceux qui se rappellent du cours des droits des sociétés quand on était jeune, quand on était jeune sur les bancs de la fac, c'est pas parce que tu fais un objet social large que concrètement tu vas exercer toutes ces activités-là. En fait, tu vas pas concrètement les exercer.
Donc, tu peux le mettre quand tu crées ta structure parce que tu te dis qu'un jour, ça te servira. Mais si tu décides de te lancer vraiment dans ton activité commerciale, ce que l'ordre va demander, c'est qu'est-ce que tu vas faire en concret. Donc, tu auras eu… Enfin, il est très utile d'avoir d'avoir mis dans ton objet social un article 111 pour que ça soit le plus large possible, pour que le jour où tu te lances, tu ne sois pas obligé de modifier tes statuts. Pour autant, lorsque tu vas faire ta déclaration à l'ordre, tu ne peux pas leur dire que tu vas commencer une activité commerciale accessoire. Tu vas devoir leur dire, mon activité commerciale accessoire, c'est de la formation pour du bilan professionnel parce que je fais du droit du travail et que mes clients ont besoin de ça, tu vois. C'est ça ce que tu vas leur dire. D'accord. Et si tu le fais sous forme de filiale, pareil. Tu intègres quand même ton… Non, tu n'intègres pas nécessairement. Non, parce qu'a priori, dans l'objet social de ton cabinet, tu auras mis prise de participation. Donc, très probablement que tu n'as pas besoin de modifier tes statuts. Par contre, tu as besoin de faire ta déclaration conseil de vente dans les 30 jours. D'accord. C'est très clair. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression qu'on est bon. J'ai l'impression que oui, on est parfait en timing. Puis en plus, on est parfait en timing, c'est incroyable. Ouais, on va pouvoir toutes repartir dans nos activités respectives. Exactement. Une fois, Audrey, c'était super clair en fait. Tant mieux, tant mieux. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci encore. Et puis très bientôt. N'hésitez pas à toutes à vous inscrire au week-end si vous souhaitez venir faire ce week-end début juillet. Et puis avec nous tout à Marseille. Et puis il y a des déjeuners qui commencent à s'organiser, soit d'annoncer un déjeuner à Paris. N'hésitez pas à le faire sur vos différents territoire pour voilà, se connaître en vrai. Je trouve que c'est une super… c'est quand même pas mal aussi. C'est vrai. Quel bonheur de retrouver ça. Je suis d'accord. Donc, Audrey, joins-toi à nous avec grand plaisir. Hein, je te ferai part de la date bien. à Paris. Je veux bien, c'est sympa. Ça marche. À bientôt. Merci beaucoup, mesdames. Toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça enregistre encore. Oui, tu as raison. Je suis toujours… tu as raison. Attends.